Je croyais que ma mère m'aimait. Jusqu'à ce qu'elle fasse ça devant tout le monde. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Il faisait chaud, trop chaud pour être à l'intérieur d'une église, mais la lumière du soleil traversait les vitraux et baignait la pièce dans une lumière presque irréelle. C'était mon mariage, mon jour. Le moment où je pensais enfin pouvoir poser les armes, laisser de côté les années de lutte. Ma mère m'avait dit que tout serait parfait, qu'elle m'aiderait à organiser chaque détail. Mais elle ne m'a jamais prévenu de ce qu'elle allait faire. Les invités étaient déjà assis, les murmures remplissant l'air. Je portais une robe de rêve, celle que j'avais choisie pour l'occasion. Mon cœur battait fort, mais j'étais prête. C'était censé être le début d'une nouvelle vie, entourée des gens que j'aimais. Mais le regard de ma mère, je l'avais aperçu dans le coin de l'œil, une expression que je n'avais jamais vue chez elle. Quelque chose dans son regard, un mélange de dédain et de satisfaction secrète. Ce qui se passa ensuite m'a laissé sans voix. Au moment même où mon fiancé s'avançait vers l'autel, un sourire au coin des lèvres, ma mère s'est levée brusquement, se dirigeant vers moi sous les yeux de tout. Elle a pris la parole, sans crier gare, comme si elle annonçait une vérité cachée. Elle n'est pas vraiment prête à se marier, a-t-elle dit. Elle n'a jamais su ce que c'est que de se tenir droite. Le silence est tombé comme une chape de plomb, un poids écrasant sur mon poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Les invités se tournaient vers moi, cherchant une explication dans mes yeux, mais je n'avais aucune réponse. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait dans ma tête. Et quand mon père a pris la parole, disant qu'il ne pouvait pas approuver un mariage bâclé, je me suis effondrée. Ma famille, mes parents, m'avaient humiliée devant tout le monde. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais déjà prête. Un plan se mettait en place et bientôt, ils allaient découvrir que j'étais l'héritière légitime, que je n'avais plus besoin d'eux pour avancer. Je ne serais plus la fille insignifiante dans l'ombre de ma sœur ou sous le joug de leurs attentes. Ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà prête à me défendre. J'ai toujours cru que ma famille était comme les autres. Les rires autour de la table, les traditions du dimanche, la complicité qui se tissait au fil des années. Mais avec le recul, je comprends que quelque chose d'invisible était là, entre les lignes. Une sorte de distance entre moi et le reste du monde. Plus j'y pense, plus je vois les signes, mes parents m'ont toujours préférée. Mais d'une manière différente. Ma sœur, Isabelle, a toujours été leur star. Elle était brillante à l'école, belle, extravertie, une fille qui attirait l'attention où qu'elle aille. Moi, j'étais l'ombre, celle qui s'effaçait pour qu'elle brille. Je n'ai jamais été assez bonne, assez brillante, assez charmante. J'avais l'impression de n'être qu'un décor dans leur vie parfaite. Tout passait par Isabelle. De ses petites victoires à ses plus grands échecs, tout était pardonné, tout était expliqué. Mais pour moi, il n'y avait jamais de retour, jamais d'excuse. Je me souviens encore de la fois où j'ai eu ma première bourse d'études. C'était la chance de ma vie, un ticket pour un avenir meilleur, un futur que j'avais commencé à imaginer. Mais mes parents n'étaient pas ravis. Ma mère m'a dit que c'était bien, mais que je devais garder les pieds sur terre, que c'était juste une étape et qu'Isabelle n'avait pas eu cette chance. C'était toujours la comparaison. Elle avait eu son propre chemin tracé, facile, sans obstacle. Et moi, je devais me contenter de ce que je pouvais avoir. En 2015, après un été marqué par des tensions familiales constantes, je me suis enfin décidée à partir. J'ai trouvé un job d'été dans un café, et j'ai économisé chaque centime. J'avais 20 ans, mais je savais déjà que l'univers que mes parents m'avaient offert ne m'apporterait jamais la liberté. Chaque mois, je mettais de côté, pour moi, pour ce que je croyais être la seule chose qui pourrait me sauver, mon indépendance. En 2017, après avoir travaillé sans relâche, j'ai réussi à obtenir une petite place dans une colocation en ville. Un petit appartement au cœur de Paris. C'était mon rêve. Le seul espace où je pouvais respirer, loin de cette famille qui me rejetait inconsciemment. En secret, je m'étais aussi inscrite dans une université privée pour terminer mes études de droit. À l'époque, j'étais loin de m'imaginer que ce choix allait être la clé de tout ce qui allait suivre. Mes parents n'en savaient rien. Ma mère avait toujours voulu que je devienne médecin, mais je savais que ce n'était pas ce que je voulais. Le droit, les règles, la justice, c'était ça qui m'attirait. Et au fur et à mesure de mes études, je devenais plus forte, plus convaincue que ma place n'était pas chez eux, mais dans un avenir que je pouvais façonner par moi-même. Je n'étais plus l'enfant invisible. J'étais une jeune femme avec une mission, un but. La première fois que j'ai vu un notaire pour parler de la succession familiale, en 2018, j'ai vu une porte s'ouvrir. Ce n'était qu'un premier pas, mais il me menait vers une vérité que mes parents n'avaient jamais voulu me dire. Un document, un simple document, allait changer ma perception de tout. Ma mère avait toujours dit que tout irait à Isabelle, et que je devrais me contenter de petits héritages. Mais ce que j'ai découvert m'a fait comprendre que tout ce que j'avais cru jusque-là était un mensonge. J'étais bien plus impliquée dans cette histoire qu'il ne l'avait jamais laissé entendre. L'instant où j'ai découvert cela a été un tournant. Ce n'était plus juste une question de carrière ou d'indépendance. Cela devenait une question de justice.
et je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Les années qui suivirent furent marquées par un malaise permanent, un sentiment d'injustice sourd que j'essayais de noyer dans mon travail et mes études. Mais plus je m'éloignais d'eux, plus je réalisais que la situation n'était pas aussi simple. Les remarques insidieuses de ma mère, ces petites attaques déguisées sous le prétexte de t'aider, devenaient de plus en plus fréquentes. Quand je la croisais, il y avait toujours un jugement qui me clouait sur place, une insinuation sur ma vie, mes choix, ou pire, sur mes relations. Isabelle, quant à elle, était toujours là, dans son rôle de fille modèle, l'ange parfait dont il ne pouvait se passer. Et moi, j'étais la fille rebelle, celle qu'on surveille, qu'on contrôle. En 2020, après avoir terminé mes études de droit et commencé à travailler comme assistante juridique, j'ai enfin cru que ma vie prenait un tournant. Je vivais dans mon propre appartement, je payais mes factures sans l'aide de personne, et j'étais plus indépendante que jamais. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout a basculé. J'ai reçu un appel de ma mère, le genre d'appel que je redoutais depuis toujours. Elle m'a dit que mon père était gravement malade, qu'il n'avait plus beaucoup de temps et qu'il fallait que je rentre immédiatement. En un instant, tout ce que j'avais construit semblait s'effondrer. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais ce que cela signifiait, retour dans cette maison, dans cette cage dorée où je n'étais qu'une pièce du décor. Mais je n'avais pas le choix. La culpabilité était plus forte que tout. À mon arrivée, j'ai vu mon père allongé dans le canapé, pâle, faible. Mais ce n'était pas cela qui me bouleversait le plus. C'était la tension dans l'air, cette sensation d'être une intruse dans ma propre maison. Ma mère m'a accueilli froidement, comme si ma présence était une simple formalité, et Isabelle était déjà là, à prendre toute la place. J'ai essayé de trouver ma place dans cette maison, d'être un enfant, d'être présente, mais chaque regard, chaque geste de ma mère me rappelait que je n'étais qu'un accessoire. Puis, au moment où je pensais que la situation ne pourrait pas être plus lourde, ma mère m'a jeté une phrase qui a tout changé. Elle m'a dit, dans une voix sans émotion, tu sais, cette maison, ce n'est pas vraiment la tienne. Tu n'as jamais été vraiment incluse dans les décisions. Ce furent les premiers mots de ma mère depuis mon arrivée, et ils frappèrent comme un coup de poing. C'était la première fois qu'elle avouait enfin la vérité. Ma place n'avait jamais été ici, et ce que j'avais considéré comme un foyer n'était qu'un leurre. Tout ce que j'avais cru posséder, toute cette histoire familiale qu'on m'avait vendue, m'échappait peu à peu. La maison, les objets, les souvenirs, tout cela n'était qu'un fantasme construit par mes parents pour garder Isabelle comme héritière privilégiée. Ils avaient fait de moi une figurante dans le drame de leur vie, un rôle que je n'avais plus envie de jouer. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas seulement ma liberté qu'ils cherchaient à m'enlever, c'était mon droit à l'héritage. La maison, l'argent, le nom, tout. Je savais que je devais agir, mais j'étais dans l'ombre de ma mère, ma sœur depuis si longtemps que je ne savais pas par où commencer. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de creuser plus profondément. J'ai commencé à poser des questions. J'ai retrouvé des documents, des copies de lettres, des témoignages de voisins. Et j'ai découvert que non seulement ils avaient falsifié des documents pour me priver de mon héritage, mais ils m'avaient aussi exclu de tout ce qui pouvait être légitimement mien. Ce n'était pas juste un acte symbolique. C'était un vol. Je me souviens du jour où j'ai eu la confirmation, lorsque j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Il m'a expliqué que la loi était de mon côté, que je n'étais pas une simple héritière, mais une héritière légale qui avait droit à une part bien plus importante que ce qu'il m'avait laissé entendre. Ce n'était plus une question de famille, mais une question de justice. Et je savais maintenant ce que je devais faire. La tension dans ma famille n'a cessé d'augmenter après cette découverte. J'étais devenue un danger pour mes parents, et ils n'hésitaient pas à me le faire savoir. Mais cette fois, je savais que je n'étais pas seule. Mon avocat m'avait expliqué en détail mes droits, les documents à collecter, les démarches à suivre. Il m'avait dit de ne pas agir à la hâte, mais chaque jour qui passait, chaque conversation avec ma mère ou Isabelle, ajoutait une nouvelle couche d'injustice à cette situation. Je savais que je devais être stratégique. Le secret, c'était ma meilleure arme. Les appels de ma mère se faisaient de plus en plus fréquents. Elle m'appelait à toute heure, et chaque fois, c'était la même rengaine. Pourquoi ne veux-tu pas nous voir? Pourquoi nous fais-tu ça? Elle savait que j'étais la seule à pouvoir récupérer la maison et l'héritage familial, et elle tentait de jouer sur ma culpabilité. Tu veux vraiment détruire tout ce que ton père a construit? Et ne penses-tu pas à Isabelle? Elle savait que ces mots étaient mes faiblesses, la culpabilité et la pression familiale. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'en détacher, peu à peu. Je n'avais plus de place pour leur manipulation. Ma sœur, Isabelle, n'était pas mieux. Elle m'envoyait des messages, pas seulement des menaces, mais aussi des attaques bien plus subtiles. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu n'as jamais voulu de cette maison, tu n'en as même pas besoin, alors pourquoi revenir maintenant? Ces mots se glissaient comme des couteaux sous la peau. Elle jouait sur ma faiblesse de toujours, celle de me sentir inutile dans ce jeu familial. Elle savait que ma place avait toujours été la dernière dans leur lieu et que chaque victoire qu'elle remportait me laissait encore plus insignifiante.
Puis, un jour, une véritable attaque arriva. Mon père, dans un de ces rares moments de lucidité, me convoqua dans son bureau. Je pensais qu'il allait me demander pardon, ou qu'il essayerait de comprendre ce qui se passait. Mais au lieu de cela, il me dit, d'une voix faible mais déterminée, « Je t'ai tout donné. Je t'ai permis de vivre ici, dans cette maison. Et voilà comment tu me remercies, en mettant en péril l'avenir de ta sœur. » Ce furent des paroles glacées, prononcées sans la moindre émotion, comme si de rien n'était. Il m'avait toujours vu comme un fardeau, une personne qui n'apportait rien à la famille. Mais ce jour-là, il ne s'agissait plus de regrets. Il s'agissait de contrôle. Tu sais, ce n'est pas juste la maison. C'est toute ta vie qui est en jeu, si tu n'arrêtes pas de faire ça, ajouta-t-il. Il m'avait bien eu auparavant avec ses promesses d'amour et de protection, mais aujourd'hui, je ne cédais plus. Ces menaces étaient devenues du vide, des mots sans poids. Mais ce n'était pas fini. Ma mère, voyant que mes sentiments ne pouvaient plus être manipulés, passa à la vitesse supérieure. Elle me confronta dans la cuisine un soir, et en larmes, elle m'accusa de détruire la famille. Tu n'as jamais été à la hauteur. Tu ne comprendras jamais ce que c'est que d'aimer un enfant. Ce n'est pas comme ta sœur. Elle a toujours été là. C'était une accusation déguisée en douleur. Mais je savais que sous cette façade, il n'y avait qu'un désir me briser, me forcer à tout abandonner. En réponse, j'ai commencé à rassembler des preuves. Chaque message, chaque échange avec ma famille, chaque document qui pourrait faire pencher la balance de mon côté. J'ai contacté des notaires, des avocats spécialisés dans les successions, et j'ai commencé à établir une stratégie légale implacable. Mais ma mère et Isabelle n'étaient pas prêtes à me laisser partir si facilement. Chaque appel, chaque rencontre devenait plus tendue, plus accablante. Mais je savais que tout cela faisait partie du plan. Il fallait qu'ils se croient en sécurité avant la tempête. Je n'avais plus de place pour leurs plaintes. Ce n'était plus de l'amour familial, c'était du contrôle déguisé. Ce n'était plus une question d'héritage, mais de liberté, la mienne. Et je ne comptais pas m'arrêter là. Les semaines qui suivirent furent comme un mauvais rêve qui se répétait inlassablement. Ma mère m'appelait tous les jours, tentant de me manipuler en jouant sur mes émotions, mes regrets et mes souvenirs d'enfance. Elle savait que mes racines étaient profondément ancrées dans cette maison, et elle comptait sur cette faiblesse pour m'intimider. Elle me parlait sans cesse de la tradition familiale, des sacrifices qu'elle avait faits pour moi et Isabelle, de tout ce qu'elle avait sacrifié pour que nous ayons une vie meilleure. Mais je savais qu'elle n'avait jamais voulu que nous soyons égales. Isabelle avait toujours été sa préférée, et moi, j'étais juste l'ombre qui les suivait, prête à disparaître chaque fois que la lumière se braquait sur ma sœur. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé un message sur mon téléphone. C'était de ma mère. Elle me disait, d'un ton glacé, « Si tu persistes dans ton attitude, sache que nous serons obligés de porter l'affaire devant les tribunaux. » Ce message, comme tant d'autres, était une menace. Mais il marquait aussi un tournant. C'était la première fois qu'il menaçait de porter l'affaire devant un tribunal. Avant cela, tout avait été des tentatives de manipulation émotionnelle. Cette fois, il s'agissait d'une guerre ouverte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai pris une décision radicale. J'ai pris contact avec un notaire, celui qui avait commencé à me donner des conseils sur la succession quelques mois plus tôt. Je savais que ma famille allait essayer de tout renverser, que mes parents ne voulaient pas d'une résolution pacifique. Ma seule chance de conserver ce qui m'appartenait de droit, c'était de me préparer. Cette fois, je ne serais pas la victime. Le notaire m'a donné une date pour un rendez-vous décisif, un moment où je pourrais obtenir une copie du testament rédigé en 2016, que ma mère avait tenté de dissimuler. Une fois que j'aurais cette preuve, je serais prête à tout. Mais il restait un problème, Isabelle. Elle ne me laisserait pas faire. Elle savait ce que cette maison représentait pour moi. Elle savait que, sans cette maison, sans l'héritage, elle perdait tout ce qui l'avait défini dans cette famille. Nous avions toujours été en compétition, mais là, la guerre était devenue bien plus sérieuse. Dans un ultime effort pour me déstabiliser, Isabelle m'envoya un message quelques jours avant le rendez-vous, prétendant que mon père était à l'hôpital, que ce serait inhumain de ne pas lui rendre visite avant qu'il ne soit trop tard. C'était encore une manipulation, un moyen de me forcer à revenir dans la maison, de me faire sentir coupable, de me faire douter de mes choix. Mais j'ai refusé de céder. J'avais une mission à accomplir et je ne pouvais pas me laisser distraire par leur tentative de me remettre dans le droit chemin de la soumission. Ce jour-là, j'ai pris une décision que j'avais longtemps hésité à prendre, je commencerai la procédure légale dès le lendemain. Dès que j'aurai ce document en main, je lancerai une action en justice. Je ferai valoir mes droits. La guerre de succession venait de commencer, et cette fois, ce serait ma voix qui compterait. Le jour tant attendu arriva. Le rendez-vous avec le notaire avait lieu le matin, mais je savais que cela ne serait qu'une étape avant la confrontation finale. J'étais prête, mais une part de moi tremblait encore. Est-ce ce que j'allais réellement affronter ma famille, les briser une fois pour toutes? Je n'avais pas le choix. Je l'avais décidé.
Lorsque je suis arrivé au cabinet du notaire, le poids du monde semblait peser sur mes épaules. Le notaire m'a tendu le document, un simple papier d'apparence, mais qui allait changer le cours de ma vie. Le testament, rédigé il y a presque 5 ans, stipulait clairement que j'avais droit à la moitié de la maison familiale. La mention était sans ambiguïté. Ce n'était pas une question de partage égal, mais de droit. Mes parents avaient dissimulé ce document, ne m'en avaient jamais parlé, et avaient manipulé les circonstances pour faire en sorte que ma part m'échappe. J'ai pris un moment pour regarder ce papier. C'était la preuve que tout ce que j'avais cru était faux, que mes sacrifices et mes efforts n'avaient pas été en vain. J'étais prête à tout dévoiler. Mais je savais qu'il ne suffirait pas de montrer ce document à mes parents. Ils n'accepteraient jamais de bonne grâce. Isabelle allait probablement exploser, et mes parents. Ils ne me pardonneraient jamais de les mettre dans une telle position. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque je suis revenue chez mes parents. Ma mère m'attendait dans le salon, comme d'habitude. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Isabelle était là aussi, toujours avec son air supérieur, ses yeux pleins de jugement, comme si elle contrôlait tout autour d'elle. Ma mère me lança un regard glacé, et Isabelle me fixa d'un air hautain, comme si elle se préparait déjà à me faire une scène. C'est là que j'ai sorti le document. Sans un mot, je l'ai posé sur la table, face à eux. Le silence qui suivit était assourdissant. Mes parents avaient dû savoir que quelque chose se préparait, mais je pouvais voir la stupeur dans leurs yeux. Isabelle resta figée, incapable de croire ce qu'elle voyait. Je n'ai pas attendu qu'ils réagissent. C'était à moi de prendre les devants. Voici ce que vous m'avez caché. Voici la preuve que j'ai toujours eu droit à ma part. Je ne suis pas une simple invitée dans cette famille, et je ne suis pas prête à laisser vos mensonges continuer. Chaque mot que je prononçais était comme une lame de couteau dans l'air. Je n'étais plus la jeune fille qui se soumettait. J'étais une femme qui exigeait la reconnaissance de son droit, de son existence. Ma mère tenta de se défendre. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce testament. Ce n'est pas le vrai. Tu ne comprends pas. Mais ces mots semblaient vides, comme si elle savait que le jeu était fini. Elle s'était battue pour garder le contrôle de cette maison, pour que tout reste sous son autorité, mais à cet instant précis, elle avait perdu. Je comprends parfaitement. Vous m'avez toujours traitée comme une étrangère, et vous m'avez volé ce qui m'appartenait de droit. Mais tout cela va changer. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes mots s'installer dans la pièce. Isabelle, elle, n'avait plus d'arguments. Elle était désemparée, les yeux rivés sur le document, incapable de comprendre comment tout cela s'était retourné contre elle. Tu n'aurais pas dû faire ça, m'a-t-elle dit, presque suppliant. Tu savais que ça allait tout détruire. Je ne répondis rien. Je savais que les mots étaient désormais inutiles. C'était une guerre qui était déjà gagnée. Il me restait juste à finir cette confrontation de manière décisive. C'est alors que mon père, avec la voix rauque de quelqu'un qui sait qu'il a perdu, murmura « Fais ce que tu veux. Mais ne pense pas que tout va se résoudre aussi facilement. » Il me fixait, comme si le regard d'un père pouvait tout effacer. Mais cette fois, rien ne pourrait m'arrêter. Il n'était plus mon père dans cet instant. Il n'était plus qu'un homme qui perdait son emprise. La signature du notaire était prévue dans l'heure qui suivait. Je savais que, dès ce moment-là, la décision serait irréversible. Ma famille n'aurait plus aucune prise sur moi. J'allais prendre le contrôle de ma vie, et plus jamais il ne pourrait me manipuler. La signature du document était tout ce que j'avais toujours désiré. Mais maintenant qu'elle était à portée de main, je ressentais un mélange d'adrénaline et de soulagement. Chaque geste, chaque mot prononcé dans cette pièce avait changé ma vie à jamais. C'était un acte irréversible, mais en même temps, une part de moi savait que tout cela n'était pas vraiment pour eux. C'était pour moi, pour ma propre dignité, pour ma liberté retrouvée. Après avoir posé le document sur la table, j'ai regardé mes parents. Leur visage était figé, figé dans cette expression d'incrédulité, d'impuissance. Ma mère était pâle, ses lèvres tremblaient comme si elle cherchait une dernière tentative pour me faire douter. Mais il était trop tard. J'étais prête à tout affronter. Le notaire arriva, la signature en main, prête à officialiser ce qui allait être un renversement de pouvoir. Je n'avais jamais vu ma famille aussi désemparée. Ma mère essaya encore de me faire croire qu'elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Mais je savais que ce qu'elle me disait n'était que de l'égoïsme. Elle ne pensait qu'à elle-même, à garder le contrôle sur tout. Isabelle, elle, était désormais perdue. Les armes qu'elle avait utilisées pour me maintenir à l'écart, pour me faire croire que je n'avais pas d'importance, étaient inutiles. Le destin avait décidé autrement. Je n'avais pas vu venir la réaction de mon père. Tandis que je signais, un silence pesant s'installa dans la pièce. Il ne disait rien. Ses yeux se fermèrent un instant, comme s'il acceptait, à contre-cœur, que sa domination avait pris fin. Ce n'était pas de la tristesse dans son regard, c'était quelque chose de bien plus profond. Il avait compris que je n'étais plus cette petite fille qu'il pouvait manipuler à sa guise. « Tu vas le regretter » murmura-t-il finalement, sa voix saccadée, la rage comprimée dans sa gorge. « Tu crois vraiment que ce que tu fais est juste ?» Mais ce n'était plus qu'un écho.
Un dernier souffle de sa part, avant que tout ne change définitivement. Je n'ai pas réagi. J'ai pris le stylo, et j'ai apposé ma signature. C'était comme si un poids immense se levait de mes épaules. Comme si je me libérais d'une chaîne invisible qui m'avait maintenue prisonnière pendant des années. Ma mère se leva brusquement, incapable de regarder le notaire. Elle jeta un dernier regard sur moi, un regard plein de rancune, avant de sortir en silence. Isabelle me dévisagea, les yeux pleins de colère, mais aussi de peur. La peur de perdre tout ce qu'elle avait cru acquis, tout ce qu'elle avait construit sur le dos des autres. Mais cette fois, c'était moi qui avais le pouvoir. Moi qui avais décidé de reprendre ce qui m'appartenait de droit. Je suis resté là, après qu'il soit parti, dans cette pièce vide, avec le notaire. Il me regarda un instant, puis prit la parole. C'est une victoire difficile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes enfin libre. Ce simple mot, libre, résonnait dans ma tête. J'avais mis fin à une époque de soumission, une époque où je vivais dans l'ombre de ma famille, incapable de prendre ma place. Et maintenant, j'avais non seulement réclamé ce qui m'appartenait, mais j'avais aussi brisé les chaînes du passé. La signature du document ne signifiait pas seulement l'acquisition d'une maison. C'était la reconquête de ma dignité, de ma place dans cette histoire familiale. Mes parents avaient voulu me détruire, mais c'est moi qui avais pris le contrôle. Le notaire me donna les copies officielles. Je rangeai les papiers dans mon sac, le regard déterminé. Je n'avais plus de regrets. Je n'étais plus cet enfant rejeté. Je n'étais plus la victime. Je m'étais libérée, et il n'y avait plus rien qui pourrait m'empêcher d'avancer. Après avoir signé les documents, tout semblait se dérouler lentement, presque comme si le monde autour de moi s'était figé. Je me retrouvais seule, dans la grande maison familiale, une maison qui n'était plus seulement celle de mes parents, mais la mienne. C'était comme un rêve éveillé, mais une partie de moi savait que tout ce qui se passait n'était que le début de quelque chose de plus grand. Un nouveau chapitre de ma vie, peut-être le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Je n'ai pas immédiatement retourné à ma vie normale. Le processus juridique, bien que terminé, n'était pas complètement sans conséquences. La guerre familiale ne s'arrêtait pas avec une signature. Ma mère m'avait fait comprendre que, même si elle perdait cette bataille, elle ne me laisserait jamais tranquille. Et elle avait raison. Les appels, les messages, les menaces, il continuait de pleuvoir, mais cette fois, je savais quoi faire. Le premier message que j'ai reçu après la signature de l'acte était de ma mère. Elle me disait, d'une voix sèche, « Tu as gagné. Mais ne crois pas que ce sera la fin. Tu es une traîtresse. » Mais je ne ressentais plus rien. Elle avait toujours essayé de me faire croire que l'amour familial était une monnaie d'échange, mais j'avais compris que ce n'était plus qu'un piège. Le pouvoir qu'elle exerçait sur moi s'était éteint. Le soulagement ne venait pas immédiatement. Il a fallu du temps pour digérer la victoire. La douleur de la séparation, de l'isolement, de la fin de la relation avec ma famille était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Même après tout ce que j'avais traversé, je n'étais pas préparée à la réalité d'un avenir sans eux. Mais au fond de moi, je savais que c'était le seul choix qui me restait pour préserver ma propre identité. Les premiers jours après la signature, j'ai passé du temps à réorganiser mon appartement. Je voulais marquer un nouveau départ, faire en sorte que cet endroit me ressemble. Chaque objet que je plaçais, chaque geste semblait être un acte symbolique. Mais il n'y avait pas que les objets qui changeaient. C'était ma vie. Une nouvelle vie se construisait, lentement, comme une maison qui se dresse sur des fondations solides. Enfin, je pouvais respirer. J'ai aussi décidé de parler à un thérapeute. Les années passées à me battre contre ma propre famille m'avaient laissé avec un lourd fardeau émotionnel. C'était le moment de guérir, de m'offrir un espace pour traiter tout ce que j'avais vécu. Mais ce n'était pas seulement pour guérir. C'était pour m'affirmer pleinement, pour devenir la personne que je savais pouvoir être. Loin des chaînes invisibles que mes parents avaient créées autour de moi. Ma vie professionnelle, qui avait toujours été une part importante de ma reconstruction, s'est aussi épanouie. La reconquête de ma liberté m'avait poussé à aller plus loin. Je m'étais battue pour m'imposer dans un milieu professionnel très compétitif et maintenant, je pouvais voir les fruits de mon travail. J'avais enfin la possibilité de choisir mon avenir, sans être constamment jugée ou manipulée. Les mois qui suivirent la signature de l'acte furent une période de profonde introspection et de redéfinition de soi. Je ne pouvais plus ignorer le vide laissé par ma famille. Même si j'avais agi pour ma liberté, même si j'avais pris le contrôle, il restait cette question en moi, étais-je prête à vivre sans eux? Et plus encore, pouvais-je vraiment tourner la page? La réponse, avec le temps, se fit évidente. Oui, je le pouvais. Ma liberté, bien que durement acquise, était ma seule véritable richesse. Plus je m'éloignais d'eux, plus je voyais que la relation toxique que nous avions partagée ne m'avait rien apporté d'autre que de la douleur et de l'anxiété. Leur absence n'était pas un vide, mais une ouverture vers un avenir que je pouvais enfin façonner à ma manière. Il y avait des jours où je ressentais encore la colère bouillir en moi. Des jours où les souvenirs de leurs paroles, de leurs actions, me revenaient comme une vague menaçante.
Mais il y avait aussi des moments où je souriais, seule, en pensant à tout ce que j'avais accompli depuis cette bataille. J'étais fière de moi, fière d'avoir pris des décisions difficiles, fière d'avoir retrouvé ma dignité. Je n'étais plus la petite fille à qui on disait quoi faire. Je n'étais plus une marionnette dans le drame familial. Une des premières choses que j'ai faites après la signature de l'acte fut de trouver un nouvel appartement, bien plus grand, bien plus lumineux. C'était un symbole pour moi. Un espace où je pourrais non seulement respirer, mais m'épanouir. Et puis, il y avait ce sentiment de paix chaque soir lorsque je rentrais chez moi. Ma maison n'était plus un lieu de soumission ou d'attente. C'était mon sanctuaire, mon propre refuge, et chaque jour passé à l'intérieur me rappelait à quel point je méritais d'être là. Les relations que j'avais avec d'autres personnes ont aussi évolué. Les gens autour de moi, amis, collègues, ont remarqué un changement. Une confiance nouvelle, une assurance que je n'avais jamais eue auparavant. Le poids de l'insécurité, de l'obligation d'être constamment sur mes gardes, s'était dissipé. Je n'étais plus une spectatrice de ma propre vie. J'étais devenue l'actrice principale de mon histoire. J'ai même retrouvé l'amour. Ce n'était pas facile au début, bien sûr. Ouvrir mon cœur à quelqu'un après avoir été trahi par ma propre famille était un défi. Mais cette fois, je savais que la personne que j'étais capable d'aimer, c'était moi-même. Et pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'acceptait tel que je suis, sans arrière-pensée, sans agenda. Quant à ma famille, les tentatives de communication ont continué. Des messages, des lettres, même des cadeaux laissés à ma porte. Mais je savais désormais que ma relation avec eux était irrémédiablement brisée. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de survie. Je ne pouvais pas revenir en arrière, ni me laisser emporter par leur vision déformée de l'amour. La famille, ce n'était pas juste un nom, c'était une relation de respect et de soutien. Et il était devenu clair que, dans leur monde, cela n'existait pas. Un jour, quelques mois après avoir récupéré mon héritage, j'ai reçu un dernier message de ma mère. Cette fois, il n'était ni accusateur ni menaçant. C'était simplement « J'espère que tu trouveras ce que tu cherches ». À ce moment-là, j'ai compris. C'était son dernier adieu. Et je savais que je n'avais plus rien à prouver. J'avais pris ce que j'avais dû prendre. Et j'avais tourné la page. J'étais enfin prête à avancer, entièrement, sans remords. La vie après la tempête s'est installée petit à petit, comme un calme après des années de tourments. Les premiers mois furent les plus difficiles, il faut l'admettre. Quand on a été prisonnier de quelque chose de toute une vie, même la liberté peut sembler étrange. Mais avec le temps, la douleur s'est estompée. La colère a fait place à une forme de sérénité que je ne croyais même pas possible. Je n'ai jamais cherché à réparer ce qui était irrémédiablement brisé. Ma famille, ce qu'elle représentait, n'était plus mon problème. Je savais maintenant que l'amour n'était pas une chose qu'on pouvait imposer, ni un fardeau à porter. Ce n'était plus une question de leur accorder mon pardon, mais de me permettre à moi-même de guérir. C'était le prix à payer pour ma liberté, et je n'avais plus de regrets. Les moments de doute sont restés. Bien sûr, les fêtes de fin d'année sans eux, les anniversaires où je n'entendais plus leur voix familière, ces petites choses qui me rappelaient qu'ils avaient existé dans ma vie. Mais même dans ces moments-là, je savais que je faisais le bon choix. Ce n'était pas la famille qui définissait qui j'étais. C'était moi. Je pouvais créer mon propre sens de l'appartenance, mes propres valeurs, mes propres liens. Je me suis construite une nouvelle famille, celle que j'ai choisie. Mes amis sont devenus mes proches, ceux qui me soutiennent sans condition, ceux qui m'aident à avancer et à grandir. Je n'étais plus seule. Je m'étais retrouvée. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec une gratitude étrange. Une gratitude pour tout ce que j'ai appris sur moi-même au cours de ce voyage. Je me sens plus forte, plus ancrée, plus calme, plus libre. Je me suis enfin libérée des chaînes invisibles, des attentes, des mensonges. J'ai appris à respecter mes propres limites, à me dire que je mérite ce que j'ai construit, ce que je suis devenue. Et surtout, j'ai appris à accepter que, parfois, couper les liens toxiques est le seul chemin vers la paix intérieure. Et je sais désormais, sans l'ombre d'un doute, que la véritable famille, celle qui compte, n'est pas celle dans laquelle on est, c'est celle que l'on choisit.